Dans l'arrière-salle enfumée des bars texans et sous la lueur des néons des nuits les plus débridées du rock, Billy Gibbons a bâti sa légende, une icône barbue au son de guitare si puissant qu'il pouvait fendre l'acier. Mais derrière le charme et l'assurance du bluesman se cachait une langue acérée et une mémoire tenace. À 75 ans, Gibbons s'est enfin confié sur les 5 artistes qu'il ne pouvait secrètement pas supporter. D'un rival du rock sudiste qui a franchi la ligne rouge à une star de la pop qui l'a poussé à bout, ces révélations mettent au jour les rivalités qui ont façonné sa légende. 5. Garth Brooks. Pour Billy Gibbons, l'authenticité n'était pas un sujet de discussion. C'était l'essence même de chaque note qu'il jouait. Pour lui, le blues n'était ni un argument marketing, ni un style à emprunter. C'était la vie, quelque chose qui se gagnait à la sueur de son front, dans les peines de cœur et les longues nuits passées dans des bars enfumés. C'est pourquoi, lorsque Garth Brooks a débarqué sur la scène musicale au début des années 90 avec son élégant chapeau de cow-boy et son image de country blues léché, Gibbons aurait levé les yeux au ciel si fort qu'on aurait presque pu l'entendre depuis Houston. Brooks incarnait la nouvelle country de Nashville, taillée pour les stades, la radio, la télévision et les salons de banlieue. Ses chansons portaient des accents blues, mais l'âme y manquait. Pour Gibbons, c'était une imitation sans émotion. Selon un animateur radio texan qui a interviewé Billy en 1993, Gibbons a qualifié le phénomène Nashville de blues sans conséquence. Cette remarque fit le tour du monde musical comme une traînée de poudre. Les fans en rirent, Nashville? Non. Ironie du sort, Brooks avait souvent cité ZZ Top parmi ses premières influences. Il admirait leur assurance, leur accent du Sud et leur capacité à brouiller les frontières entre les genres avant tout le monde. Mais lorsque Brooks commença à mélanger la country pop aux sonorités du blues texan, Gibbons se serait senti insulté. Ce type a tout le raffinement, mais aucune authenticité, a-t-il lancé à un autre guitariste en coulisses lors d'un événement à Dallas. Il joue une musique sirupeuse, facile et télévisuelle. La tension a atteint son paroxysme aux American Music Awards de 1991, lorsque Gibbons et Brooks se sont retrouvés dans la même loge. Des témoins ont affirmé que Brooks, plein de charme et de bonne humeur, s'était approché de Gibbons, lui serrant la main avec un sourire. « Mec, j'adore ce que tu fais, » dit-il. Billy hocha la tête d'un air crispé et répondit « Tant mieux, prends-en soin. » L'atmosphère devint pesante. Brooks en rit, mais les témoins présents affirmèrent que Gibbons n'avait pas esquissé un sourire. Lors des discussions suivantes, Gibbons s'abstint de nommer les personnes visées, mais sa voix ne laissait aucun doute à ce sujet. Interrogé sur l'état de la musique country contemporaine, il a ri sous cape et a déclaré « Il y a la vraie country et il y a la contrefaçon. Seule la première a cette odeur de diesel et de désespoir. » Les fans ont immédiatement été conquis. Le faux patron de Nashville, surnom que les médias lui ont donné plus tard, avait touché un point sensible. L'écart musical entre eux était abyssal. D'un côté, Brooks attirait les foules avec ses ballades puissantes, ses jeux de lumière chorégraphiés et tous les effets qui les accompagnaient, tandis que de l'autre, Gibbons recherchait encore la pureté du son, celui que produisaient de très vieux amplificateurs et des cordes de guitare presque usées. L'immense succès de Brooks était, pour ainsi dire, une illusion, une façon pour Gibbons de percevoir l'industrie musicale. La perfection primait sur la passion, le brillant sur l'authenticité. « Le blues n'est pas censé briller », déclarait-il à Guitar World en 1994. Si c'est le cas, c'est qu'on le vend, pas qu'on le joue. Pour Gibbons, l'approche culturelle de Nashville était une véritable hérésie. Music City avait bâti tout son empire sur des mélodies accrocheuses et des techniques de studio sophistiquées. Autrement dit, ils avaient dompté la rudesse de la musique du Sud, ce qui lui conférait toute son authenticité. À l'inverse, ZZ Top avait toujours misé sur les imperfections. Leur rythme était gras, leur riff brut et leur son résolument humain.
Gibbons disait souvent en plaisantant « Les chansons de Nashville sentent le parfum, mais le blues sent la sueur. » C'était plus qu'une plaisanterie, c'était un manifeste. Des rumeurs d'émotions profondément enfouies ont persisté pendant longtemps. Lorsque Brooks a annoncé la sortie d'un album de Roots Blues à la fin des années 90, plusieurs journalistes de Nashville ont mentionné que Gibbons avait publiquement refusé de commenter. Néanmoins, des rumeurs circulaient selon lesquelles Billy était très contrarié par la situation. « Ils appellent ça du blues encore une fois », aurait-il dit à un ami. « Il faudrait appeler ça par son nom, du marketing avec un accent country, tout simplement. » Et c'est qu'en 2001, c'est grâce à Brooks que Gibbons fut invité à participer à un spectacle, un hommage au blues pour une émission spéciale télévisée. Gibbons, avec élégance, déclina l'offre et prononça une phrase désormais légendaire. « Le blues ne porte pas de strass. » Cette déclaration galvanisa les puristes du blues, qui percevaient l'ingérence de Nashville comme une atteinte à l'authenticité artistique. Les fans imprimèrent son nom sur des T-shirts. Brooks, comme on le dit, ne répondit jamais, bien que certaines sources affirment qu'il fut profondément touché par les critiques. Gibbons ne s'en prenait pas ouvertement à Brooks, il se contentait de suivre le mouvement. Pour lui, Garth était l'incarnation même de tous ceux qui s'étaient approprié le son qu'il aimait. « Ce n'est pas qu'il ne sache pas chanter », avait déclaré Gibbons lors d'une rare interview radio franche et ouverte. « C'est qu'il chante le chagrin d'amour avec un sourire à 1 million de dollars. » C'est cette affirmation qui caractérisait leur divergence philosophique, le conflit latent entre authenticité et accessibilité. En réalité, chacun incarnait l'une des facettes du rêve américain. Brooks était le showman, maître dans l'art de créer du lien par le spectacle. Gibbons, lui, était l'artisan, fidèle à ses racines. Mais aux yeux de ce bluesman texan, le chemin de la vérité ne passait pas par Music Row. Il était fait de sueur, de poussière et de chagrin, et non de confettis sous les projecteurs. Si le country léché de Garth Brooks agaçait Gibbons, la trahison suivante le toucha de plus près. La quatrième, Stevie Ray Vaughan. Au Texas, le blues n'est pas qu'un genre, c'est un serment sacré. Les musiciens qui font leurs armes dans les bars enfumés et les jams improvisés en coulisses tissent des liens fraternels fondés sur le respect, l'harmonie et l'authenticité. C'est ce qui rend l'histoire de Billy Gibbons et Stevie Ray Vaughan si tragique. Au départ, ils n'étaient pas ennemis. Stevie avait même qualifié Billy de héros. Mais ce qui avait commencé comme une admiration s'est peu à peu mué en rivalité et, selon les proches de Gibbons, en un profond sentiment de trahison qui l'a porté pendant des années. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois au début des années 1970, bien avant que l'un ou l'autre ne devienne une figure emblématique. Stevie, à peine âgé de 20 ans, était ce jeune homme ambitieux qui traînait sur la scène musicale d'Austin et étudiait Gibbons comme une étude biblique. Il se faufilait à nos concerts et se tenait près des amplis, se souvenait Gibbons dans une interview. Il ne parlait pas beaucoup, il observait et apprenait. Et il apprit vite. Stevie s'appropria le rythme lourd et texan de Gibbons, son timbre perçant et même son assurance. Pour Billy, c'était flatteur au début. Au début des années 1980, Vaughan fit une entrée fracassante sur la scène nationale. Son premier album, Texas Flood, ne fut pas seulement un succès, c'était une véritable déclaration. Le monde entier proclamait Stevie Ray Vaughan comme le nouveau roi du blues texan. Les couvertures des magazines le saluaient comme le sauveur du genre, un titre qui déplaisait fortement à Gibbons, qui défendait ce genre musical depuis 20 ans. Il n'aimait pas entendre dire que Stevie avait fait connaître le blues texan au monde entier, a déclaré Joe Hardy, ancien ingénieur du son de ZZ Top. Billy avait l'impression de faire ça bien avant même que Stevie n'ait une guitare.
Les premiers signes de tension apparurent en 1984 lorsqu'un journaliste interrogea Gibbons sur son opinion concernant l'ascension fulgurante de Stevie. Imperturbable, Gibbons répondit « Le gamin sait jouer. » Cependant, ses proches révélèrent que son ton était plus glacial qu'amical. Il semblerait que Gibbons, de son côté, se plaignait que le son de Steven soit un peu trop proche de celui de Vaughan, notamment de la puissance et de la densité de ce dernier, obtenu avec sa Stratocaster et sa Tube Screamer. Ce matériel était quasiment identique à celui utilisé par Billy des années auparavant, ce qui explique en partie sa plainte. La situation s'est envenimée lorsque le management de Stevie aurait demandé conseil à Bill Ham, le producteur de ZZ Top, pour aider Steven à trouver un studio adapté. Billy a estimé que c'était un manque de respect flagrant, a déclaré un ancien roadie. Il m'a dit « Ce gamin ne se contente pas d'empiéter sur mon territoire, il essaie aussi de me voler la vedette. » Gibbons, l'homme qui avait toujours soutenu les nouvelles générations de musiciens, restait muet au sujet de Vaughan. Dans ses interviews, il minimisait généralement les éloges de Flat jusqu'au dernier moment, lorsqu'on le pressait de revenir sur sa position ou de prendre le contre-pied. Et même alors, ses réponses étaient brèves, hésitantes et d'une politesse irréprochable. Comme s'il était plus froid que la critique ouverte. La tension a finalement explosé lors du Festival de jazz de Montreux de 1985, auquel les deux artistes étaient invités. Gibbons figurait sur la liste des artistes attendus du festival depuis des décennies, tandis que Stevie cherchait encore à se faire connaître internationalement après avoir été hué en 1982. Une anecdote raconte que Stevie s'est approché de Billy et lui a dit qu'il était sa source d'inspiration. Gibbons aurait hoché la tête, esquissé un sourire et répondu « Tu as vite appris ». Puis il s'est simplement éloigné. Cet échange, presque inaperçu, est entré dans la légende du blues texan. Ce qui est remarquable, c'est sa brièveté. Par ailleurs, on a beaucoup parlé d'une séance d'enregistrement en studio qui n'a jamais eu lieu. C'est Stevie qui souhaitait enregistrer le duo de guitare avec Gibbons, une passation de flambeau symbolique. Mais il a dû décliner en raison d'un conflit d'emploi du temps. Selon des sources proches du dossier, il aurait confié à ses amis « Je ne transmets pas le flambeau à quelqu'un qui le porte déjà ». Ce n'était pas de la haine à proprement parler, mais plutôt de la fierté et la conscience aiguë de voir un ancien élève déjà reconnu et enseigné. L'album Soul to Soul a réussi à se hisser dans les charts en 1985 et les critiques considéraient déjà Vaughan comme l'héritier de Hendrix. Au même moment, le groupe ZZ Top connaissait le succès avec ses tubes de l'ère MTV. Des morceaux somptueux, teintés de synthétiseurs, à l'opposé du blues dépouillé qui les avait rendus célèbres. Cette situation a suscité de vifs débats parmi les fans, qui s'interrogeaient sans cesse sur la véritable signification de la musique texane. Ça rendait Billy fou, confia un ami de longue date. Il admirait le talent de Stevie, mais détestait qu'on le prenne pour référence et qu'on le compare à ZZ Top. Malgré l'envie et l'amertume, Gibbons n'a jamais dit de mal de Vaughan. En 1990, Stevie décéda dans un accident et Gibbons fut parmi les premiers à publier un communiqué. Il avait une voix fraternelle et le Texas a perdu son meilleur chanteur. De tels propos, venant d'une star du rock, auraient pu paraître sincères aux fans et mensongers à ses proches. Pourtant, il sous-entendait que Billy avait été tourmenté pendant de nombreuses années, non seulement par la perte, mais aussi par tout ce qui était resté tu. Il n'a jamais fait son deuil, a déclaré Hardy. Il voulait montrer à Stevie toute son estime, mais aussi lui dire de le laisser tranquille. Désormais, il ne pourrait plus le faire. Gibbons avait manifesté son respect discrètement pendant les années à venir. Lors de nombreux concerts de ZZ Top dans les années 1990, il lui arrivait d'intégrer de courts extraits de
Pride and Joy ou de Texas Flood à ses solos, y ajoutant une touche de silence. La reconnaissance envers celui qui l'avait auparavant idolâtré, puis vint la rivalité. Malgré tout, ses gestes restaient empreints d'amertume et produisaient le même effet que le deuil. Billy ne haïssait pas Stevie, confia un musicien texan. Il haïssait ce qu'ils avaient vécu, ce lien profond qui les unissait, cette connexion hors du temps qui leur permettait de communiquer. Mais si la rivalité avec Stevie Ray Vaughan avait mis à l'épreuve l'orgueil de Gibbons, l'artiste suivant allait briser sa patience. 3. Ronnie Van Zant de Lynyrd Skynyrd. Pour la plupart des fans, l'idée d'une querelle entre ZZ Top et Lynyrd Skynyrd paraît inconcevable. Deux groupes emblématiques du Sud, bâtis sur les mêmes fondements de hargne, de guitare et de rébellion imbibée de whisky. Mais derrière le rideau des scènes enfumées et des foules en délire, l'ambiance était loin d'être aussi harmonieuse. Billy Gibbons et Ronnie Van Zant partageaient peut-être un amour pour le Sud, mais leur désaccord portait sur quelque chose de bien plus profond, l'âme même du rock sudiste. Et lorsque les égos s'entrechoquèrent sur la route, cette fraternité se transforma en champ de bataille. L'histoire commença en 1974, alors que l'album Très Ombres de ZZ Top grimpait encore dans les charts et que Lynyrd Skynyrd connaissait un succès fulgurant grâce à Sweet Home Alabama. Les promoteurs rêvaient d'une tournée commune. Deux titans, l'un représentant le Texas, l'autre la Floride, unissant le Sud sous la bannière tonitruante de la guitare. Sur le papier, c'était parfait. En pratique, c'était le chaos assuré. Ils étaient comme l'huile et l'essence, a déclaré un tour manager qui a travaillé pour les deux groupes. Billy voulait du contrôle, de la précision, du groove. Ronnie, lui, voulait du feu, de la sueur et du whisky sur scène. Ils avaient toutes les deux raison, et toutes les deux étaient têtus. Au début, Gibbons admirait l'assurance de Van Zant. Ronnie était brut et intrépide, le genre de leader capable de galvaniser 10 personnes d'un simple sourire et d'une bière à la main. Mais pour Billy, cette même bravade frôlait souvent l'inconscience. Lors des premières répétitions de la tournée, Van Zant arrivait, paraît-il, en retard ou ivre, tandis que le reste de l'équipe attendait. Billy dirigeait la barque d'une main de fer, a déclaré l'ingénieur du son Terry Manning. Il ne tolérait pas le chaos. Ronnie, lui, était en plein chaos. La première véritable explosion a eu lieu lors d'une répétition à Birmingham. L'équipe de ZZ Top avait préparé la scène pour une balance, mais elle a eu la surprise de constater que le matériel de Skynyrd occupait déjà tout l'espace. Lorsque Billy se retrouva face au manager de l'autre groupe, Ronnie en personne intervint. « Vous autres, les Texans, vous croyez maîtriser le blues ?» lança-t-il d'un ton très sarcastique. « Nous, on le joue juste ici. » L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la fendre avec un Mediator. Billy, imperturbable, se contenta de sourire et de répondre. « Alors, essayez donc de jouer juste. » L'insulte fut très efficace, et dès lors, le respect disparut. Le spectacle reprit néanmoins, non sans difficulté. La tournée avait acquis une mauvaise réputation en raison de la compétition constante entre les deux groupes sur scène. Ronnie et Billy se disputaient l'attention du public, prolongeant leurs solos, poussant le volume de leurs amplis et échangeant des insultes qu'ils prenaient pour des plaisanteries. Un soir à Atlanta, Van Zant aurait lancé au public « Nous sommes le vrai son du Sud, pas des cow-boys hollywoodiens avec des lunettes de soleil bon marché. » La foule était en délire. En coulisses, Gibbons bouillonnait de rage. Pourtant, il paraissait calme. « Il vend de la bière, » murmura-t-il à un roadie. « Pas de la musique. » Jacksonville, ville natale de Skynyrd, allait être le point de rupture. Le groupe local devait clôturer la soirée, tandis que ZZ Top, initialement tête d'affiche, se contenterait de la deuxième place. Gibbons donna son accord pour ce changement, mais il était déjà très irritable.
Des témoins affirmèrent qu'il avait lancé à Ronnie ce soir-là. « Ne confonds pas bruyant et légendaire. » Ronnie aurait répondu « Ne confonds pas propre et cool. » La tension accumulée ce soir-là explosa. De ce fait, en raison de la prolongation du concert de Skynyrd, ZZ Top ne put jouer qu'une partie de son temps. Alors que les lumières s'éteignaient, Gibbons débrancha sa guitare sans dire un mot et se dirigea directement vers le bus de tournée. Le lendemain même, ZZ Top se retira de la tournée. Longtemps, les deux hommes n'ont pas évoqué l'incident. Pourtant, cette rivalité a laissé des traces. Les fans de Lynyrd Skynyrd trouvaient ZZ Top très arrogant. Pour les fans de ZZ Top, Skynyrd manquait tout simplement de professionnalisme. Lors d'une interview dans les années 1980, Gibbons a été interrogé sur cet incident et a répondu avec beaucoup de sagesse. Parfois, tu joues avec des frères. Parfois, avec des bandits. Tu comprends vite qui est qui. Beaucoup ont interprété cela comme une pique indirecte à l'encontre de Van Zandt. Ronnie, quant à lui, n'était pas du genre à reculer. Interviewé en 1976, quelques mois seulement avant sa mort, lorsqu'on lui a demandé s'il respectait ZZ Top, il a simplement souri et répondu « Ce sont des bons gars, plutôt propres. » Peut-être même trop propres. Cette rivalité, jamais ouvertement déclarée comme une véritable querelle, est devenue une de ces légendes murmurées dans le milieu du rock. Deux figures emblématiques du rock sudiste se livrant à un duel de Titans, chacun sachant que l'autre ne céderait pas. Les réactions de Gibbons après la tragédie du crash d'avion de 1977, qui coûta la vie à Van Zandt, furent, semble-t-il, mitigées. Mais si Ronnie Van Zandt avait mis la patience de Billy à rude épreuve sur scène, son prochain rival allait provoquer une réaction bien plus profonde. 2. Kid Rock. Lorsque Kid Rock a fait son entrée fracassante sur la scène nationale à la fin des années 1990, Billy Gibbons avait déjà vu défiler toutes les tendances musicales. Du disco au glam en passant par le grunge, rien ne l'avait jamais ébranlé. Mais il y avait quelque chose chez Kid Rock, ce mélange insolent de fanfaronnade sudiste, de rythme hip-hop et d'ego de rocker de stade, qui a d'emblée agacé Gibbons. Ce n'était pas seulement le son, c'était l'attitude. Voilà un homme qui avait bâti sa marque sur la rébellion sudiste et qui la qualifiait d'authenticité. Tandis que les vrais bluesmen du Sud continuaient de se démener dans les petits bars et les juke-joints, pour Gibbons, c'était comme voir quelqu'un porter une veste volée, une veste qui ne lui allait pas vraiment. Il a le chapeau, le drapeau et le feu sacré, aurait confié Gibbons à un ami, mais pas l'histoire. Ce qui rendait la chose encore plus amère, c'était l'admiration publique que Kid Rock portait à ZZ Top. Dans les interviews, il citait souvent Billy comme une influence, allant même jusqu'à mentionner La Grunge et Sharp Dressed Man comme des chansons qui lui avaient appris à être cool. Lorsque Kid Rock a collaboré avec Sheryl Crow sur le titre Collide l'année dernière, il n'a fait que démontrer l'un de ses nombreux talents. Gibbons n'apprécia pas le compliment. Comme le disait un membre de l'équipe de longue date, Billy avait l'impression que Kid Rock manquait d'inspiration. Il l'imitait, et très mal en plus. Les premières tensions apparurent lors des MTV Europe Music Awards de 1999, où les deux artistes étaient invités à se produire. En coulisses, Kid Rock, toujours aussi charismatique, s'approcha de Gibbons avec son sourire arrogant habituel et lui dit « Mec, on devrait faire un truc ensemble. » Le vieux routier et le nouveau venu Gibbons, poli mais impassible, auraient répondu « Les chiens n'aboinent pas avec écho. » Une réplique si froide et si bien cinglante que même Kid Rock en resta sans voix. Mais ce qui mit véritablement le feu aux poudres survint des années plus tard, lors des CMT Awards de 2003.
Kid Rock, qui tentait alors de se réinventer en rebelle de la country, lança une pique à la vieille garde lors de son discours de remerciement. Certains de ces vieux en chapeau de cow-boy pensent que le rock et la country ont leur place dans des bars séparés. Je dis qu'il faut acheter le bar et jouer des deux. La caméra a surpris Gibbons dans le public, impassible derrière ses lunettes noires. Après le concert, des journalistes ont juré l'avoir entendu marmonner. Ce gamin confond volume et qualité. Le mépris silencieux de Gibbons s'est révélé de plus en plus clairement au fil des interviews. À la question sur les nouveaux hybrides de rock sudiste, il a répondu par énigme. Certains font de la musique avec le cœur, d'autres ont des algorithmes pour public. Tout le monde, fans et presse compris, savait de qui il parlait. La remarque a alimenté les débats parmi les puristes et a relancé le cri des anciens pour un authentique blues du Sud, c'est-à-dire une musique née de la souffrance et non des réseaux sociaux. D'un autre côté, des sources bien informées affirment que le management de Kid Rock a tenté à plusieurs reprises de le contacter pour une collaboration, lui proposant divers projets, allant d'une apparition sur un remix à une tournée commune baptisée American Rock Heritage Celebration. Gibbons a systématiquement refusé toutes ces propositions, la plupart du temps avec des formules lapidaires qui pourraient tout aussi bien servir de pierre tombale. Le blues n'a pas besoin de Wi-Fi. Certaines chansons ne sont pas faites pour les filtres. Je ne fais pas de numérique. Cet homme avait un don pour dire non, un don qui allait bien au-delà de ce que pourrait être un oui. Ironie du sort, Kid Rock, du moins en public, n'a jamais cessé de leur témoigner du respect. Il qualifiait fréquemment ZZ Top d'authentique groupe lors d'interviews et a même proposé à Gibbons de participer à un clip. Gibbons refusa une fois de plus l'offre, expliquant qu'il était occupé à peaufiner son style. Mais lorsque Kid Rock sortit Born Free en 2010, un album imprégné d'imagerie sudiste, de guitare slide et d'un blues rauque et artificiel, on dit que Gibbons avait atteint ses limites. Il confia à un ami. Il vend du barbecue sans se rendre compte qu'il doit allumer le feu. Le déclic s'est produit en 2013 lors d'un concert caritatif à Nashville. Les deux musiciens étaient présents et les organisateurs avaient prévu une jam session pour clôturer la soirée. L'année dernière, lorsque Kid Rock a collaboré avec Sheryl Crow sur le titre Collide, Kid Rock est intervenu au milieu du morceau, couvrant le groupe de sa voix avec son assurance habituelle, et Gibbons a cessé de jouer. L'instant a captivé toute la salle. Une fois la chanson terminée, Billy a baissé la tête, s'est retourné et a quitté la scène en silence. Une caméra l'a surpris en train de murmurer au batteur. Ce n'est pas de la musique, c'est du karaoké avec un accent. L'affaire a rapidement fait les choux gras des rumeurs de célébrités. Kid Rock n'y a pas prêté trop d'attention et a déclaré « Billy est un musicien célèbre. Il a le droit d'exprimer son aversion pour tout ce qu'il veut. » Pourtant, Gibbons n'en a jamais parlé. Peu de temps après, le groupe sortait son nouvel album, La Futura, qu'il qualifiait de dépouillé et brut. Un message à peine voilé. Le blues n'avait pas besoin d'être modernisé, seulement d'être préservé. Mais si les frasques de Kid Rock avaient de mise à rude épreuve la patience de Gibbons face au monde moderne, cette dernière querelle l'avait profondément marqué. Un affrontement non pas avec un imposteur, mais avec un père. Un père, Eric Clapton. Parmi les nombreuses rivalités qui ont jalonné l'histoire du rock, rares sont celles qui ont suscité cette tension contenue et ce respect mutuel qui caractérisait la relation complexe entre Billy Gibbons et Eric Clapton. En apparence, ils étaient égaux, deux titans de la guitare taillés dans le même moule, tous deux disciples des maîtres du blues qui les avaient précédés. Mais sous ce respect apparent couvait une rivalité, une jalousie et un fossé philosophique. Clapton était l'érudit raffiné du blues, d'une précision chirurgicale. Gibbons, lui, était le prédicateur rebelle, brut et sans concession. Et lorsque ces deux univers se sont rencontrés, l'étincelle a jailli.
Leur histoire a commencé à la fin des années 1960, alors que Clapton était déjà adulé comme une légende par des fans qui recouvraient les murs de graffiti londoniens, tandis que Gibbons peinait encore à percer dans les bars-restaurants du Texas avec un son capable de faire fondre le métal. Gibbons admirait la technique de Clapton, mais jamais sa retenue. « Clapton joue avec des gants », aurait confié Billy à un ami au début de ZZ Top. « Moi, je joue avec des cicatrices. » Ce n'était pas tant une insulte qu'une affirmation de leur différence. Le blues de Clapton était le fruit de ses études, celui de Billy, de sa survie. Leur première rencontre eut lieu en 1973 au Festival de jazz de Montreux où ils partageaient l'affiche. Clapton, toujours aussi professionnel, s'est approché de Gibbons avec chaleur et curiosité, louant très Ambre et son tube Lagrange. Billy, poli mais sur la défensive, l'a remercié. Mais selon des membres de l'équipe qui ont assisté à l'échange, la conversation est rapidement devenue gênante lorsque Clapton a demandé sur le ton de la plaisanterie « Alors, à quel point utilisez-vous la distorsion ?» Billy a souri et a répondu « Juste assez pour que ça sonne authentique. » L'atmosphère se glaça. Le contraste entre les styles des deux musiciens et leurs égos était saisissant. Pour Clapton, le blues était synonyme de pureté, de structure traditionnelle à 12 mesures et de nuances émotionnelles propres au blues du Delta originel. À l'inverse, Gibbons envisageait l'évolution et était prêt à bousculer ces traditions. Pour lui, le jeu de Clapton s'apparentait à une approche aseptisée et académique du blues. « Le blues n'est pas fait pour rester dans un musée », avait déclaré Billy lors d'une interview radio en 1980. « Il est fait pour vous faire cracher votre vin sur vos chaussures. » Les connaisseurs ont alors laissé entendre que cette citation était une allusion à peine voilée à Clapton, dont les concerts, bien que techniquement irréprochables, étaient souvent qualifiés de froids et sans âme. Le conflit devint flagrant en 1979, lorsque Clapton invita personnellement Gibbons à une jam session impromptue au Studio Olympique de Londres. Une réunion informelle des grands noms du blues, tels qu'Albert Lee et Gary Brooker, pour n'en citer que quelques-uns. Au début, l'ambiance était plutôt détendue. Billy s'échauffait tranquillement dans un coin, tandis que Clapton dirigeait la session au centre. Mais dès que Gibbons brancha sa Les Paul et se lança dans un solo assourdissant, fortement influencé par le Texas, tout bascula. Le visage de Clapton se crispa, se souvient un témoin. Billy jouait avec une énergie débordante, presque possédée. Eric, lui, se tut et écouta le vacarme de Billy, mais d'une manière plutôt morose. Après cela, l'improvisation s'est brutalement interrompue. Clapton aurait quitté la scène prématurément, grommelant quelque chose à propos d'un son trop saturé et d'un manque d'émotion. En public, les deux hommes se montraient polis l'un envers l'autre, mais leur rivalité s'intensifiait en privé. Les admirateurs de Clapton le louaient souvent davantage que Gibbons, jugeant ce dernier trop exubérant ou trop brutal. Au contraire, les partisans de Gibbons qualifiaient Clapton de maître du blues. Lors d'une interview en 1985, interrogé à ce sujet, Billy se contenta de sourire et de déclarer « J'ai une haute opinion de cet homme. Mais si le blues est un feu, il occupe la place près de la cheminée. Moi, je suis encore dans les flammes. » Cette déclaration fit non seulement la une de Rolling Stone, mais provoqua également la colère de Clapton, pourtant susceptible à la critique. Le conflit latent s'est intensifié au début des années 1990, lorsque Clapton a organisé ses concerts Blues Night au Royal Albert Hall de Londres. Gibbons a reçu une invitation, mais l'a déclinée, invoquant des engagements de tournée. Il a cependant confié à un ami « Ça ne sert à rien de transformer le blues en danse de salon. » Clapton a pris ses propos comme une insulte personnelle et aurait déclaré à un autre musicien « Billy a oublié que le blues a de la classe. » Da ça.
Les échanges se poursuivirent sous forme d'insultes indirectes lors des interviews. Trop fiers pour nommer l'autre, mais aussi trop honnêtes pour dissimuler leur mépris, les deux hommes, eux, ne se contentaient pas de haïr. Billy Gibbons ne se contentait pas de haïr. Il tenait suffisamment à la musique pour la défendre, même si cela lui faisait des ennemis. Sa liste n'était pas motivée par la jalousie, mais par la volonté de préserver l'essence même du blues. Ces 5 rivalités révèlent un homme qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, peu importe le bruit que cela peut faire. Quel rival vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » si vous appréciez la franchise dans le rock, et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui explorera une autre légende méconnue de l'histoire de la musique.